sonner la clavecine. Merci à vous. Donc, parler de la surprise du monde, chose un peu délicate, et donc je voulais commencer par une toute petite. J'ai vu que dans la manière dont on m'a présenté, on a parlé d'un travail que je mène, qui est, depuis quelques années, je travaille avec des familles rwandaises. En fait, pas tout à fait avec des familles rwandaises, avec des fratries rwandaises. Il y a quelques années, j'ai reçu par hasard une dame rwandaise qui est venue me voir en disant voilà, je ne vais pas bien, j'ai des problèmes de couple. J'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes dans ma vie. Est-ce que vous pourriez m'aider un peu? Et on a commencé à travailler ensemble et cette femme m'a raconté sa vie, c'est-à-dire que beaucoup de Rwandaises m'a raconté l'histoire d'un drame, l'histoire d'un traumatisme, l'histoire d'une déchirure familiale. C'est-à-dire que son grand frère avait été, bien sûr, comme dans beaucoup de familles rwandaises, il y a eu des morts, son frère avait été véritablement assassiné. Et ma surprise à moi était qu'elle restait seule avec son histoire. Elle était issue d'une fratrie de 7 ou 8 enfants différents qui étaient répartis à travers l'Europe. L'un était en France, l'autre en Angleterre, le troisième en Allemagne, l'un en Rwanda. Le père et la mère avaient été assassinés, le grand frère avait été mutilé et assassiné. Et ma surprise a été de constater qu'entre eux, ils n'en parlaient pas. L'éloignement géographique, la distance, la douleur les amenaient à un silence important, estimant que c'était probablement pour eux la manière la plus efficace, la moins coûteuse, la moins douloureuse, de se protéger de ce drame absolu. Alors, j'ai demandé est-ce que vous pensez que vous pourriez réunir un frère ou l'autre? Et la semaine suivante, elle m'a dit écoutez, mes frères et mes sœurs sont d'accord de venir. Tous. Donc ma première surprise a été de voir avec vraiment étonnement combien cette famille était d'accord de prendre, la moitié de la famille de prendre l'avion pour venir à un entretien familial chez un moustacheux. J'étais un peu surpris. Et je me suis retrouvé donc quelques semaines plus tard avec une fratrie de 8 personnes, ayant tous perdu un père, une mère et un grand frère, tués à la machette, brûlés. Et j'ai un peu expliqué l'idée qui était la mienne, c'était de voir avec eux s'il n'était pas opportun de partager leur expérience. Et ça a été une séance absolument extraordinaire, et depuis je me suis permis de répéter ce petit travail. C'est-à-dire que j'ai demandé de créer une narration partagée. Est-ce que vous pourriez peut-être raconter chacun votre manière de voir le monde? Et m'inspirant d'une constatation qui est que ça fait 30 ans que je vais au cinéma avec la même femme, voir les mêmes films, et quand on sort, on n'a jamais vu le même film. Et donc, fort de cela, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à tirer cela, et j'ai entendu 8 histoires identiques et différentes. Ces 8 frères et sœurs ont raconté leur histoire, leur lecture du monde. Elle était fondamentalement différente, mais surtout, elle était fondamentalement semblable. Et l'émotion qui circulait dans la pièce, c'était l'émotion de la surprise. La surprise de voir que chacun d'entre eux avait une parcelle de l'histoire, avec lors une lecture singulière, une lecture différente, mais il y avait un socle de semblable, de ressemblance. Et jamais ils n'en avaient fait l'expérience. Vous allez dire, c'est une banalité absolue ce que je vous raconte. Mais en réalité, c'est toute la dramatique de la surprise et du banal, car on ne peut pas parler de la surprise du monde sans la mettre en tension dialectique avec son opposant classique qui est la banalité. C'est-à-dire quelque part que dans cet espace, ces 8 frères et sœurs ont fait l'expérience que leur histoire singulière, leur lecture du monde, leur appréhension de ce drame qui avait été l'assassinat du frère et des 2 parents, était une lecture singulière. Ils étaient là avec ce que eux voyaient du monde, pensaient du monde, ressentaient. Et en racontant ça, ils avaient naturellement l'impression de raconter quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Et les autres disaient, mais non, on a la même histoire, mais on ne la raconte pas de la même manière. Et on a travaillé comme ça, quelques dizaines de familles rwandaises, autour de cette idée de travailler sur cette dialectique du banal et du semblable, et à l'opposé, la différence et la surprise. De travailler sur ce qui fait au fond, dans ce processus, quelque chose qui tourne autour de du banal et de la surprise. Et pour essayer de vous expliquer cela, je vais vous entraîner sur quelques chemins de théories différentes, mais pour commencer, je voulais me livrer à une expérience idiote, mais fondamentalement idiote. Donc je suis issu d'une famille complexe, puisque mes parents ne sont pas de même culture, de même langue et de même nationalité. J'ai été élevé par ma grand-mère est écossaise,
Et tous les matins, ma grand-mère me proposait un petit jeu qui consistait à écouter l'horoscope et puis de choisir le signe qui me convenait mieux pour la journée. Et donc, j'ai demandé à Jacques Dumaquer sa date de naissance, et il m'a donc donné une date de naissance. J'ai envie de lire l'horoscope de Jacques, qui est professionnel, mais comme c'est double, je lui propose les deux signes, donc il y a Balance et Scorpion, parce qu'il n'est pas tout à fait sûr de savoir s'il est l'un ou l'autre. Mais je te demanderai de choisir après. Hein, ne vous attendez pas à des victoires faciles, ça c'est Balance. Vous lancer dans une nouvelle carrière, cela signifie tourner la page de celle-ci. Et oui, c'est aussi renoncer, ça c'est pour Balance. Scorpion, vous aurez besoin de calme et de concentration pour parvenir à avancer dans vos dossiers. J'avais envie de te proposer ce poisson, il me paraissait assez bien, c'est allez courage, les vacances approchent. Moi, je pense que je t'aurais proposé plutôt de choisir poisson, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que mais l'idée... Tu dois choisir. À ton avis, qu'est-ce que tu prends pour... Balance. Balance, d'accord, mais ok, balance pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je sais bien qu'en Belgique, personne ne lit son horoscope, personne, en tout cas certainement pas vous. Personne ne lit jamais son horoscope, et pourtant, vous avez pu remarquer dans les librairies se vendent sans cesse des revues extrêmement chères et extrêmement bien documentées par des scientifiques qui nous prédisent notre avenir. On peut se poser la question de savoir à quoi ça sert que des gens nous disent ce qui va nous arriver aujourd'hui, ce qui va nous arriver cette semaine, ce qui va nous arriver le mois prochain, et si les revues, parce que j'ai pris une revue scientifique, donc j'ai, pour la cause, comme j'allais être avec des gens sérieux, j'ai acheté 6 revues, me disant qu'il fallait que je sois documenté. Comment se fait-il que des gens extrêmement sérieux, extrêmement brillants, des scientifiques divers et variés, nous proposent comme ça des lectures du monde qui consistent à dire ce qui va arriver demain, ce qui va arriver bientôt? Quel peut être le sens de venir dire à l'autre ce que va être son futur? L'idée fondamentale, c'est que toute la dramatique humaine se joue à cet instant-là. C'est-à-dire, cette insupportable condition naturelle de l'homme qui est de ne pas savoir ce que va être son destin, ce que va être sa vie, ce que va être son futur, ce que va venir demain. L'après, ce qui va nous arriver, ce qui va se jouer aujourd'hui, est par essence même demain et le restant de notre vie, de l'ordre de l'imprédictible. Et pourtant, tous les systèmes humains, de l'horoscope de ciné-revue aux épistémologies familiales, tentent de donner réponse à cette imprédictibilité en venant proposer à l'homme quelque chose qui vient lui dire ce qui va être son demain. Je vais essayer de m'expliquer autour de cela. L'idée fondamentale, c'est que quand on démarre, quand un enfant vient au monde, à sa naissance, il n'est pas être humain. C'est un être qui naît, mais il n'est pas encore humain. Il deviendra humain. C'est la phrase d'Erasme. Un homme, lorsqu'il vient au monde, n'est pas humain, il va le devenir. On ne naît pas humain, on le devient. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir comment ce protocole d'habillage vers une humanité s'opère. Comment est-ce qu'une petite chose qui naît devient homme, devient être humain? L'idée fondamentale, c'est que le chemin d'habillage de la condition biologique de l'individu se fait à l'intérieur, à l'intimité familiale, au travers d'un protocole de narration. Et la narration, c'est quoi? Mais quand un enfant vient au monde, on va lui raconter une histoire. Alors je m'excuse, c'est une histoire que je raconte souvent, mais elle m'a servi vraiment comment dirais-je, de socle de réflexion. Ça se passe dans une supervision d'équipe, dans le nord de la France, donc je peux être assez loin d'ici. Il y a, avec eux, une équipe, donc une dizaine d'éducateurs et un chef éducateur. Et le chef éducateur a de très longs cheveux. Pourquoi les hommes qui ont des cheveux m'intéressent, je ne saurais pas vous dire. Mais ils ont de longs cheveux. Il a de longs cheveux châtain foncé, dont la pointe est blonde. Seulement la pointe, il est très blond. Et ça surprend un peu mon regard. Donc, je trouve ça coquet. Et donc, n'étant pas un grand connaisseur de la culture capillaire, je me suis donc orienté vers ma fille, adolescente, en lui disant, tu peux m'expliquer un peu? Alors ma fille m'a donné un cours de culture capillaire, elle m'a expliqué les décolorations, les balayages, les teintures, elle m'a expliqué toutes sortes de tortures qu'on peut s'infliger pour avoir des cheveux autres que ceux qu'on a. Et donc je suis revenu, la séance suivante, regardant les cheveux de ce chef éducateur, avec cette fois-ci une certaine compréhension, croyais-je, de la nature de cela. Et je trouvais ça très coquet, c'est-à-dire, enfin, vous aurez compris. Et l'idée fondamentale, c'est que dans cette équipe, il y a un jeune éducateur qui vient être engagé. Et quelques semaines après, la femme de ce jeune éducateur accouche.
Et toute l'équipe, sympathiquement, va à la maternité, dire bonjour au nouveau bébé, à la nouvelle maman et au nouveau papa. Et entre-temps, je voulais vous dire ce détail, le chef éducateur se coupe les cheveux et d'une chevelure longue, il se fait une chevelure plus à la Mireille Mathieu, et de nouveau la pointe est blonde. Alors là, vous comprendrez que je me suis pas retenu. La discrétion qui m'avait amené à ne faire aucun commentaire sur sa coiffure m'amène quand même à me dire, mais c'est une patience chez vous. Dès que vous avez les cheveux d'une certaine longueur, vous vous montez, vous vous teintez la tête. Mais pas du tout, c'est naturel. Mes cheveux bondissent à la pointe. Bon, c'est pas terrible comme information, je suis d'accord avec vous. Voilà, ça en reste là, bon, voilà. Et puis donc, je vous disais, l'équipe va à la maternité. Quand ils arrivent à la maternité, ils rentrent dans la chambre de la jeune mère, ils regardent le bébé, et il y a un petit souci, c'est que le bébé a des cheveux dont la pointe est blanche. Et donc, ils disent, oh, comment s'est passé l'accouchement? Et ils se tournent vers la maman, bien évidemment, parce que la première phrase, c'est la phrase traditionnelle, la phrase classique, qui est celle que vous dites quand vous voyez un bébé qui vient de naître, c'est « Oh, il ressemble à… » Ben, il aurait fallu dire « Il ressemble au chef éducateur », ce qui créait un petit malaise. Donc pour éviter ça, ils ont dérapé en disant « Tiens, comment s'est passé l'accouchement ?» Et je peux vous dire que l'équipe a chauffé par la suite, parce que naturellement, ça ne s'est pas soldé par une paix institutionnelle autour de cette dramatique. Quand un enfant vient au monde, la première chose qui va être faite sur un enfant, le premier discours qui vient dire l'appartenance familiale, c'est un discours de ressemblance. C'est un discours qui dit la mêmeté, qui dit la ressemblance à. On va regarder le corps de cet enfant, on va habiller verbalement le corps de ce nourrisson de mots qui disent qu'il vient de quelque part, qu'il est comme son père, son grand-père, son oncle, sa soeur, peu importe. Un discours qui dit l'appartenance, qui dit la ressemblance, qui dit tu viens de, ou un discours qui va exclure, mais la première forme habituelle du discours, c'est un discours de raccordement dans le rapprochement, dans la ressemblance. On va dire, c'est un dot comme tous les dots. Donc c'est vraiment un premier mouvement, un premier geste, une première parole, une parole de raccordement. Et donc ce qui va d'abord accueillir un enfant, c'est le même, c'est la ressemblance. C'est ce qui fait qu'il appartient à un groupe. Ensuite viendra un discours qui va venir créer le paradoxe, qui est de dire « t'es comme tout le monde dans ta famille », mais après, on va singulariser. Et notamment le singulariser en lui donnant un prénom et en le regardant dans cette différence. Ce qui veut donc dire que l'acte d'accueil dont parlait Marc d'un enfant qui vient au monde, c'est un acte assez paradoxal, puisque c'est un acte qui est construit sur même différent, c'est-à-dire sur un jeu de ressemblance et de différence. C'est extrêmement important de comprendre que donc on ne peut pas parler de la diversité comme quelque chose qui s'exclut d'un contexte dialectique ou dynamique. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est même ou différent. Ce qui est notre condition naturelle, notre épistémologie fondatrice, c'est que nous sommes à la fois capables de ressemblance et de banalité, et à la fois capables d'exceptionnalité, de différence et de diversité. C'est donc fondamental de comprendre quelque part que la condition naturelle de l'épistémologie naturelle de l'homme s'installe à cet endroit dialectique, à cet paradoxe fondateur, qui est à la fois je suis comme tout le monde, je suis comme personne. Et on sait très bien que la souffrance humaine va s'élaborer dans des familles qui vont déraper sur cette dialectique. Il y a certaines familles qui vont, pour des raisons traumatiques par exemple, pour des raisons de honte, pour des raisons d'une mémoire familiale qui est lourde à porter, vont essayer, en racontant l'histoire familiale à leur enfant, vont essayer de la banaliser, vont essayer de la rendre la plus discrète possible, vont essayer d'oublier de dire ce qui en fait la honte ou la souffrance ou le traumatisme. Ils vont donc vraiment dire on est une famille comme toutes les autres, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à transmettre, il n'y a rien à savoir, nous sommes une famille banale, qui va vraiment proposer comme mode d'emploi la banalité. Il y a d'autres familles qui, au contraire, vont plutôt proposer comme narration, vont transmettre comme modèle leur exceptionnalité, leur particularité, leur singularité. Là, je pense qu'il y a un petit pèlerinage à faire, c'est aller à Roubaix, voir le musée des Beaux-Arts de Roubaix, qui est une ancienne piscine, où il y a une sculpture de Camille Claudel. Camille Claudel qui était la maîtresse de Rodin. Et c'est une sculpture absolument invraisemblable, c'est l'ultime sculpture de Camille Claudel. Elle a sculpté un masque en albâtre.
mais elle a sculpté l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est vraiment comme s'il avait été façonné sur un visage, mais il est sculpté dans de l'albâtre. Et quand on écoute peu de temps après, elle va finir sa vie à l'hôpital psychiatrique, elle va totalement déraper. Quand vous lisez la vie de Camille Claudel, racontée par son frère, la famille raconte l'histoire de Claudel comme étant une famille d'exception, comme étant une famille qui dit l'exceptionnalité. Et les infirmières qui vont accompagner Camille Claudel dans la fin de sa vie vont toujours se heurter face à la même problématique. Elle ne connaît pas le banal, elle ne connaît pas le singulier, elle ne sait pas comment on s'occupe de soi au sens le plus banal du terme. Elle ne peut être que dans une lecture de l'exception. Toutes les familles vont produire de la santé mentale quand elles acceptent de se mettre dans cette dialectique infinie, dans ce paradoxe qui ne se termine jamais, qui est que nous sommes d'une banalité d'être comme tout le monde, mais nous sommes aussi des êtres de différence et d'exception. Pour pouvoir faire ce que vous faites ce matin, vous asseoir dans une pièce à proximité d'autres, quelque part, il faut que vous soyez d'accord d'être dans la banalité. Mais en même temps, le fait de vous mettre dans cette proximité aux autres vous pose la question naturelle de la proximité et donc du danger de la proximité. Car vous savez que se rapprocher des êtres, c'est dangereux. Donc la proximité, qui doit néanmoins ne pas vous faire perdre ce sentiment de singularité, de différence et de particularité. Et toute la dialectique familiale se construit dans ce paradoxe. Ce qui est donc extrêmement important, c'est de savoir que chaque système familial va nourrir ce double discours. Pour produire un élément complémentaire, c'est celui de la durée. Les familles sont des producteurs narratifs qui disent une histoire, qui permet la banalité, qui permet la différence, et qui inscrivent l'enfant qui vient au monde, toujours pour m'inspirer de ce que disait Marc, et qui inscrivent l'histoire de l'enfant qui vient dans une histoire. Et ça, c'est très très important, car, alors là, je risque de... Il y en a 2-3 dans la pièce qui baillent, je suis vraiment confus si l'histoire vous ennuie, mais l'idée fondamentale, c'est que je vais encore vous ennuyer un peu plus maintenant. C'est assez efficace, quand vous avez une conférence, vous avez 3 indicateurs qui sont toujours les mêmes, pour savoir si vous arrivez à accrocher votre auditoire. Le premier, c'est quand il y a du bâillement. Là, ça consiste à dire, écoute, c'est pas terrible, mais il y a encore un espace de jeu possible. Là où ça devient plus difficile, c'est quand vous baillez, mais que vous regardez votre montre. Donc ça, c'est vraiment... Bon, c'est le plus terrible. Là, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Mais là, vous l'avez perdu, c'est quand ils baillent et qu'ils regardent la montre de leur voisin. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que l'heure est arrêtée. Donc, le protocole familial est un lieu de transmission narrative qui permet cette ressemblance et cette différence, mais qui va opérer un premier raccordement fondamental, c'est un raccordement temporel. Quand un enfant vient au monde, on va lui raconter une histoire, mais on va lui parler du temps qui passe. Inscrire un individu dans l'humanité, c'est l'inscrire dans le temps. Quand on dit quelque part qu'on va conférer sens, vous savez bien que l'épistémologie du mot, c'est donner une direction. C'est à la fois donner une direction spatiale, mais aussi donner une direction temporelle. C'est inscrire l'enfant qui vient au monde dans une histoire. Et la fonction première de l'inscription dans cette histoire, c'est de lui dire que sa naissance ne correspond pas au début de l'histoire qu'elle a signée. Un enfant, quand il vient au monde, son histoire ne commence pas le jour de sa naissance, elle commence bien avant. Elle commence bien avant, elle commence par la rencontre de ses parents, peut-être par la naissance de ses parents, peut-être par l'histoire de ses grands-parents. L'histoire d'un enfant, quand il vient au monde, n'est pas celui du jour de sa naissance. Ça n'est jamais qu'un épisode de son histoire. Quelles sont les bonnes raisons qui peuvent amener un groupe d'humains à avoir ce genre de comportement? Peut-être que vous vous souviendrez d'un rituel auquel vous êtes allé dernièrement, certainement, vous avez peut-être assisté à un enterrement. C'est un rituel extrêmement important. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que, lorsqu'un homme décède, le groupe d'hommes auquel il appartient organise un rituel d'accompagnement, que ce soit religieux ou pas? On va à l'église, on accompagne la personne vers un lieu où on va disposer de son corps une fois décédé. À quoi ça sert? L'idée fondamentale, c'est de permettre que le groupe des hommes a le sentiment que le biologique ne l'a pas emporté. C'est-à-dire que ce qui fait la reliance des hommes, le symbolique, la pensée, le verbe est plus fort que la mort. Le corps ne l'emporte pas. Il est mort biologiquement, mais il continue à exister dans la mémoire des hommes qui l'ont rencontré, qui l'ont connu. Le rituel d'enterrement n'est jamais qu'un habillage du corps qui permet de dire à toute la communauté que le biologique existe. On sait bien que le biologique d'un jour finira par l'emporter et que la mort viendra, mais les hommes sont plus forts que la mort par la mémoire, par la capacité de se souvenir
de quelqu'un qui est parti et qui donc a cessé d'exister physiquement, mais continue à exister dans la mémoire de nos amis. Cette idée d'habillage corporel, c'est naturellement dans cela que sert l'habillage corporel des enfants, c'est de les inscrire dans un temps qui, en quelque sorte, leur permet de savoir qu'ils ont un univers biologique, qu'ils ont un corps, que ce corps fonctionne d'une certaine manière, mais qu'il est entouré par, quelque part, un discours symbolique, un discours qui vient dire, en quelque sorte, qu'on peut aller au-delà du biologique. Très important parce que dès lors, quelque part, notre condition naturelle n'est pas une condition biologique, mais une condition psychologique. Et pour faire ça, on l'inscrit dans le temps. Et c'est là que je voudrais essayer de vous emmener au risque de vous perdre. Chaque instant que nous vivons est en soi l'ultime instant de notre vie. Ça, c'est juste pour vous mettre en forme. À chaque instant, nous sommes à l'instant ultime de notre vie. Et pourtant, cette condition fugace du temps qui passe n'est pas la condition première ou l'intuition première que nous avons dans notre conscience. Nous avons une intuition de durée. Nous avons une impression de continuité. Nous avons une impression du temps qui passe. C'est cela que les familles vont faire avec les enfants qui naissent. C'est les inscrire dans une histoire qui consiste à dire à l'individu qu'il appartient à un groupe, qu'il a une condition sociologique et pas biologique, et que son histoire précède sa naissance et va au-delà de sa mort. Tout ce travail de temporalisation, d'inscription dans le temps, est une manière, quelque part, que l'homme a inventée pour s'habiller de quelque chose qui l'éloigne du biologique. Alors, toute la richesse de cette construction est naturellement fondamentale. Excusez-moi mon introduction. Alors, cette idée d'une temporalité, c'est quelque chose d'extraordinairement important parce que dans chaque famille, il y a des mots, il y a de l'explication, il y a des choses sur le temps, il y a des familles qui vont... Enfin, il y a des narrations familiales qui disent le temps. Alors, je voudrais prendre un petit exemple. Ma grande surprise, mais pour moi, ça a été un moment important dans mon travail, c'est l'histoire d'un monsieur qui, autour de ça, me permettra d'illustrer quelque chose. C'est un monsieur très grand, à peu près 2 mètres, un peu voûté, qui vient me voir et qui me dit, écoutez, voilà, je ne suis pas très heureux dans ma vie, je suis célibataire, et j'ai l'impression que je serai célibataire toute ma vie. Mon drame, c'est de rester célibataire. Donc là, il nous parle d'une construction temporelle. Vous avez déjà certainement croisé ça dans le travail. Vous avez des gens qui vivent dans l'immédiateté du temps qui passe, et de l'autre côté, vous avez des gens qui vivent dans un temps arrêté, dans un temps figé, dans un temps du destin. Et cet homme me raconte que, petit garçon, ses parents, bébé, l'avaient mis dans un coussin sur le siège arrière de sa voiture, de la voiture des parents, le père au volant, la mère à la place d'à côté. Et il s'est engagé dans un carrefour, le père, un camion est passé, a tué le père et la mère, et lui, sur le siège arrière, a été indemne. Et moi, je suis psy, et j'entends ça, et j'ai une formation de psy, et là, c'est de la bouffe à psy. Je me jette sur cette histoire, je fais une interprétation bien léchée, vraiment un beau travail, très fier de moi, je sors de là en ayant gravi l'impression d'avoir vraiment travaillé comme un pro, et en effet, quelque temps après, la vie de cet homme change, et il va faire une rencontre amoureuse, et le travail va s'arrêter, et à la fin du travail, je lui dis, peut-être que vous pourriez nous dire, qu'est-ce que vous allez retenir de notre rencontre? Et je suis absolument convaincu qu'il va me dire mon interprétation sur la mort des parents, l'accident de voiture, le destin. Et il me dit le jour où vous m'avez dit de me redresser. Les parents? Oui, un jour vous m'avez dit de me redresser. Je ne me souviens pas avoir dit de cette manière. Et comment ça? Si un jour vous m'avez dit de me redresser, vous en avez voulu, hein, parce que j'ai eu mal au dos. Mais enfin, quoi, il est bien. Je parlais de la mort de ses parents, du destin, etc. Et ce type me raconte une histoire absolument extraordinaire dans laquelle je lui ai demandé de se redresser. Comme il est myope, il s'est redressé, son rapport, son regard sur le monde a changé, et c'est ça qui a fait que le travail thérapeutique a abouti.
C'était une très grande déconvenue pour moi, parce que j'avais envie d'écrire un article sur la qualité de mon intervention, sur le fait que j'avais vraiment bien démonté la chose. Et c'est là que j'ai compris, c'était il y a longtemps, que j'ai compris quelque part que les manières de comprendre la narration intrafamiliale, c'est de se questionner comment, dans chaque famille, la notion de surprise, la notion de prédiction, la notion de destin, la notion d'après va se construire. Et c'est là que je voudrais essayer de vous emmener pour essayer de répondre à la question qui m'a été posée sur la surprise du monde. Si vous acceptez l'hypothèse que les familles sont des lieux de production du banal, sont des lieux de production de la différence et sont des lieux d'habillage temporel, vous avez donc l'idée que chaque famille produit une matrice temporelle qui va elle-même soutenir quelque chose qui parle de la prédiction. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire dans le monde? On rentre dans le monde, habillé avec cette histoire familiale, et on a donc une prédiction du monde, quelque chose qui nous dit le monde, qui nous avertit du monde, qui nous raconte comment le monde va s'élaborer. Alors, je voudrais me livrer avec vous à une petite expérience, je m'en excuse, elle n'est pas très maligne, mais est-ce que vous connaissez la différence entre une hermine et un ramoneur? Non? L'hermine, c'est un animal tout blanc, avec une queue noire. D'accord? Vous voyez, un animal. Tandis que le ramoneur, c'est un monsieur tout noir avec une petite échelle sur le dos. Ou peut-être que vous connaissez l'histoire de cet homme qui discute avec un autre et qui lui dit « ma femme est sourde ». Ah bon, ouais, elle est totalement sourde et j'arrive pas à lui faire remarquer qu'elle est sourde et je vais te montrer, tu vas voir. Et il se met au fond du jardin, il est à 40 mètres et il dit à sa femme « Est-ce qu'on mange ce soir ?» Pas de réaction. Il vient à 30 mètres. Et il dit « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Pas de réaction. Il vient à 20 mètres. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Toujours rien. Il vient à 5 mètres. Il dit qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et là, sa femme se retourne et lui dit pour la 4e fois, les spaghettis. Ces deux historiettes viennent montrer, d'une manière ou d'une autre, qu'en réalité, quand nous grandissons dans une famille, la famille habille notre représentation du monde d'une prédiction, c'est-à-dire d'un horoscope. Chaque famille produit son horoscope, c'est-à-dire va habiller le temps d'un discours sur ce qui va venir après. De quelque manière que ce soit dans la dramatique, que ce soit dans l'optimisme, que ce soit dans le pessimisme, que ce soit dans la peur, que ce soit dans l'inquiétude, que ce soit dans la joie, chaque famille va habiller la temporalité en donnant une mémoire, une histoire, et en prédisant l'avenir d'une certaine manière. Quand vous racontez l'histoire à vos enfants, l'histoire de votre famille, l'histoire de votre univers familial, vous ne racontez pas n'importe quelle histoire. Vous racontez une histoire que vous pensez être celle qui va le mieux habiller votre enfant. Donc vous allez lui transmettre ce que vous estimez qu'il est intéressant qu'il sache, et vous allez oublier de lui dire ce que vous pensez qu'il est mieux qu'il oublie de savoir. Ça ne se dit pas en français, mais vous aurez compris. Donc, il n'y a pas très longtemps, lors d'un déménagement, ma mère a eu cette idée tout à fait saugrenue de donner mes bulletins scolaires à mes enfants. Ce qui est très embarrassant parce que mon parcours scolaire est très modeste. Et donc, quand je me suis tourné vers nos enfants en leur disant « Écoutez, ça serait bien que vous travailliez pour l'école », mon fils m'a fait « Je veux qu'on discute ». Et donc, du coup, l'idée fondamentale, c'est que j'avais oublié de dire, ça ne me paraissait pas un critère fondamental, que les enfants sachent que mon parcours scolaire avait été très modeste. L'idée fondamentale, c'est que chaque narration familiale vient dire à l'enfant ce que l'on pense qu'il vaut mieux qu'il sache et ce que l'on pense qu'il vaut mieux qu'il oublie. Et donc, la mémoire familiale, ce qui sert de support identitaire et qui dit la temporalité, est faite de plein et de vide. On va dire ce que l'on estime nécessaire de transmettre et on va oublier de transmettre ce qu'on préfère oublier. Alors c'est un peu compliqué parce que celui qui transmet et qui ne transmet pas se rappelle ce qu'il doit oublier de dire, tandis que l'enfant, il doit oublier l'oubli. Et donc de génération en génération, il y a une construction d'une autre mémoire, construite sur la fierté et la honte, construite sur un projet, et qui vient dire la structure temporelle de la famille, qui vient dire comment chacun est habillé de son après et de sa mémoire. Car chaque famille va dire le futur. Alors je prendrai deux exemples.
qui me permet d'illustrer cela. Le premier, c'est une anecdote qui m'a vraiment amusé, mais c'est le moment qui m'a fort embarrassé. Je reçois en thérapie une dame, 75 ans, qui est absolument extraordinaire parce qu'elle invente des mots. Elle n'est pas psychotique du tout, mais elle invente des mots. Elle dit par exemple pareton, qui est donc la synthèse de par exemple et mettons. Il m'a fallu un moment pour savoir. Elle a comme ça un langage très... Et cette femme me raconte, en fait, quand elle a 35 ans, 30 ans, 30-35 ans, elle est célibataire, issue d'une famille, elle est l'aînée d'une fratrie de 6 filles. Elle rentre dans un bureau pour l'administration européenne, et en rentrant dans le bureau pour aller porter secrétaire un papier à un directeur de cette institution, elle a un coup de foudre extraordinaire. Elle est pétrifiée devant le charme absolu de cet homme qui, lui, a 15 ans de plus. Une demi-heure après, je ne comprenais pas ce qui m'arrive, une demi-heure après, nous sommes dans un hôtel à côté de la Commission européenne, il paraît que ça travaille beaucoup. On a fait l'amour, elle dit c'était absolument extraordinaire, fabuleux, merveilleux, génial. Mais vous comprenez, j'avais 30-35 ans, lui avait 15 ans de plus que moi, c'était un peu délicat, et donc lui vivait chez sa mère, moi je vivais chez mes parents. On a eu cette relation pendant 1 an, où ils allaient 1 à 2 fois par jour à l'hôtel. Et elle dit, et c'était extraordinaire, elle dit, on rigolait toujours en se posant la question de savoir si l'hôtel était toujours au même endroit en sortant. C'est-à-dire que devant la fureur de leur relation, ils imaginaient que l'immeuble bougeait. C'est de dire l'intensité de leur relation. Et puis bon, mais c'était pas possible de rester comme ça, on a décidé de se marier. Ça a été un peu Tchernobyl, nos familles respectives n'ont pas du tout apprécié. J'ai donc épousé cet homme qui était écuyer, c'est-à-dire dans l'échelle de la noblesse, le premier stade après le pain. On peut appartenir à la noblesse et le premier échelon, c'est écuyer, celui qui porte le bouclier. Et donc il est écuyer. Sa mère n'est pas venue à son enterrement, n'est pas venue à son mariage, et ma propre famille est venue au mariage, mais n'est pas venue à la réception. On a fait ça en comité intime, c'est-à-dire qu'on était 4. Elle dit une relation, il y avait les 2 témoins. Et elle dit, bon, elle raconte une relation où la première chose qui surprend, c'est que la veille du mariage, ils font 2 fois l'amour, c'est horrible, et le jour du mariage a coïncidé avec la fin de leur sexualité. Elle n'a plus jamais eu un seul moment de rapport intime avec son mari. Et je dis, vous avez une petite idée de ça? Ah non. Et vous avez fait comment? Ah ben j'ai fait avec. Donc une sorte de banalité, comme ça, comme si elle décrivait une relation prénuptiale torride et une relation nuptiale froide. Et puis voilà, ils ont vécu dans un... Alors elle dit, on a vécu dans un appartement fabuleux. Et elle me décrit et puis elle me dit l'endroit en question, et c'est un immeuble, une sorte de HLM. Mais quand on l'écoute, c'est quasiment le château de Moulinsart, c'est vraiment fabuleux. Et cette femme a une narration absolument fabuleuse d'une vie qu'elle décrit comme chatoyante, fabuleuse, merveilleuse, jusqu'à la mort de son mari. En fait, durant leur vie de couple, elle a progressivement perdu toutes ses relations fraternelles avec chacune de ses sœurs. D'abord avec sa cuinée avec 2 enfants. Notamment, l'aînée avait des soucis de santé. Et un jour, elle est allée avec cette fille qui avait des soucis de santé voir une joyeuse entrée. Vous savez, la joyeuse entrée, c'est quand le roi et la reine vont dans une ville, on va chercher tous les enfants, leur petit drapeau, et ils rentrent dans la ville. Ils sont allés voir Fabiola et Baudouin. Et au moment où Fabiola est passée, Fabiola qui pour elle est l'incarnation fabuleuse, car elle trouve qu'elle se ressemble, il faut le savoir, mais donc il y a une grande ressemblance entre eux. Et au moment où Fabiola passe, elle a l'enfant de sa sœur dans les mains et elle dépose les enfants dans les bras de Fabiola. Et elle dit, elle va aller mieux. Donc l'idée de cette femme, c'est que le fait de toucher, que la reine touche cet enfant, va faire qu'il va aller mieux. Ça remonte à Louis XIV, où, je ne sais pas si vous savez que Louis XIV, qui était l'incarnation divine, quand on touchait Louis XIV, on était guéri de certaines maladies. Je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est une histoire qui est racontée avec régularité. Et donc, elle est rentrée chez elle et elle dit à sa sœur, j'ai déposé, je ne sais plus comment s'appelle l'enfant, dans les bras de la reine, puis elle me l'a rendu.
La sœur trouve ça outrancier et dit tu ne verras plus jamais, rupture. La deuxième sœur, même chose, une histoire qui aboutit à une rupture. La troisième, ça c'est plus comique, elle a acheté une boîte de préservatifs pour la fille. La mère a trouvé ça absolument insupportable, rupture. Et là, comme ça, a perdu ses 5 sœurs. Et donc, au moment où elle vient dans mon bureau, elle est totalement seule sur Terre. Son mari est décédé et ses 5 sœurs sont en rupture avec elle. Et donc, on va travailler autour de cette histoire. Et il va se passer dans notre rencontre quelque chose qui va être une manière de vous parler, justement, j'ai essayé de théoriser. C'est un événement personnel qui va venir croiser cette histoire. En l'occurrence, c'est le jour de mon anniversaire. Donc mon bureau de consultation se trouve dans ma maison. Bon, pas dans mon salon, il y a un bureau. Et c'est le jour de mon anniversaire. Ce matin-là, je me lève, évidemment persuadé que mes enfants ont acheté 40 000 kilos de cadeaux, que ma femme s'est fait 4 heures avant pour préparer le petit déjeuner. Et en fait, quand j'arrive, il n'y a rien. Quand je me mets à table, mes 2 enfants arrivent complètement embrumés, me disent bonjour purement symbolique, et ma femme s'occupe de faire du café et passe à côté de moi avec une parfaite indifférence. Et donc je suis profondément fâché, ayant un fond hystérique profond. Au moment où le déjeuner est bientôt terminé, je dis en tout cas merci beaucoup. Et là il y a une culpabilité flagrante, une sorte de tsunami coupable qui arrive à la maison. Et tout le monde se lève, m'embrasse, mais je fais le bel indifférent. Non, c'est trop. Et je pars donc outré en me disant il faut garder toujours, quand on a des mythes, il faut les garder. Et puis voilà. Et puis ce jour-là, c'est un mercredi, et je reçois cette patiente habituellement du mercredi de 11h à midi, ou 12h30, je ne sais plus. Et donc au moment où je la raccompagne vers la sortie, arrivent mes enfants, qui rentrent de l'école et qui donc croisent dans le hall cette dame, et mes enfants et moi. Et quand ils me voient, eux s'en foutent complètement de la patiente. Ils m'ont loupé au matin, ils se disent que cette fois-ci, il ne faut pas le louper. Et donc ils s'en foutent qu'il y a cette patiente et ils disent « Oh, bon anniversaire, papa !» Et là, ils me font la totale devant la patiente. Je ne mesure pas trop, je ne fais pas trop attention, la madame s'en va. Et puis la semaine suivante, elle revient avec un cadeau. Et elle m'achète, c'est pas de la blague, une grappe de raisin, j'ai jamais vu ça. Et donc je me dis, quand même, j'ai une formation de psy, je me dis, qu'est-ce que ces raisins peuvent symboliser? Quand c'est des raisins, c'est pas des bananes, mais... Et elle me dit, c'est extraordinaire, c'est fondamentalement extraordinaire. Vous avez le même prénom que mon mari, et vous avez la même date de naissance que mon mari. Et là, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Je dis oui. Et le travail thérapeutique prend une tournure tout à fait surprenante. Chaque fois, elle me dit, oui, mais ça c'est comme mon mari. Là, vous dites comme mon mari. Et progressivement, je me sens prisonnier, et véritablement capturé par quelque chose qui est, je suis comme son mari. Alors, je vais me permettre, avec elle, de dire, ben, écoutez, puisque je ressemble tellement à votre mari, je pense qu'il vous dirait telle chose. Et je vais me permettre de réfléchir dans cette posture-là l'histoire de cette femme. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de cette femme? C'est une histoire absolument extraordinaire. Et la fille est née d'une femme, bien sûr, d'une mère, qui arrive. Alors, quand on raconte cette histoire, je vous dis, mais c'est extraordinaire, madame. Moi, je me rends compte de là où je suis. Vous avez fait exactement comme votre mère. Oui, vous avez extraordinairement fait ce que votre mère a fait. Vous avez épousé l'homme qu'on ne peut pas épouser, mais vous avez épousé l'homme que votre mère aurait dû épouser. Alors là, elle vient dans mon bureau depuis 2 ans, et elle sort par mon placard. Elle est complètement perdue. C'est bien où elle a porté. Mais elle ouvre le placard. Elle est complètement perdue. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez épousé l'homme que votre mère aurait dû épouser. Votre mère a épousé un homme contre son père, elle n'a pas épousé un homme pour elle. Et en effet, l'histoire que cette femme va raconter, c'est une histoire dans laquelle il y a une souffrance énorme, parce qu'au lendemain du mariage, cette femme a été malheureuse. Ce comptable n'était pas l'homme qu'il lui fallait. Ce n'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage contre son père, pour sortir de l'emprise paternelle, pour sortir de l'enfermement dans lequel elle était. Elle a épousé vraiment ce qu'il y avait de plus
opposée, de plus différenciée. Elle s'est promenée du côté de la diversité que sa famille ne permettait pas. Mais ce mariage n'a pas du tout été un mariage heureux, ça a été un calvaire. Cette fille aînée a épousé quelqu'un qui appartient à la noblesse, quelqu'un qui, le jour du mariage, a cessé de la toucher. Et ce qui a été extraordinaire, c'est de voir comment cette femme a tout à coup fait l'expérience que son mariage, que son union, que son choix amoureux n'était pas contre, mais était pour. Bon, je vais prendre un autre exemple pour essayer de démontrer en quoi cet élément-là est un élément intéressant. L'autre histoire, c'est une histoire qui s'est passée d'une manière assez cocasse, enfin, pour moi. Ça se passe, je reçois un monsieur en thérapie qui me dit, écoutez, voilà, je vous ai écouté lors d'une conférence. J'ai un ami qui devait donner une conférence au Collège Saint-Michel à Bruxelles. Le Collège Saint-Michel à Bruxelles, ce n'est pas le lieu de la... Comment vous connaissez peut-être, c'est un endroit, c'est à côté de la Vierge Fidèle. Voilà, c'est un endroit bien formaté. Et donc on m'invite à donner une conférence. On invite un ami à moi, qui est un garçon sérieux, propre, tout bien, à donner une conférence. Et puis lui a un empêchement, il me dit, est-ce que tu peux me remplacer? Est-ce que tu peux au pied levé me remplacer? Et donc, je ne sais plus quel est le sujet, mais je vais donner une conférence au Collège Saint-Michel, 500 personnes, et vous aurez compris, dans mes conférences, j'essaie de raconter des blagues, et je raconte des blagues, et il y a une personne dans la salle qui rigole. Il y a 499 personnes qui sont dans une parfaite retenue. Et c'est ce type qui rigole qui vient en thérapie chez nous, enfin qui vient en disant, je vous ai rencontré au Collège Saint-Michel, j'aimerais bien venir en thérapie chez vous. Alors je dis, ah bon, et pourquoi? Il dit, bah, écoutez, j'ai déjà plusieurs fois fait des thérapies, mais ce qui me plaît, c'est que quand, après la conférence, ma femme a trouvé vraiment que vous étiez ridicule. Et je me dis que peut-être vous pouvez m'aider. Extraordinaire. On va commencer un travail. Et c'est un travail qui tourne autour de la même chose. En l'occurrence, l'histoire de cet homme, c'est qu'il est scout. Et puis après ça, il va faire, je ne sais très bien quel métier, mais il est animé par une inquiétude de ne pas tout contrôler. Par exemple, ce qui l'a amené à entamer un travail thérapeutique, c'est qu'un jour, il a perdu sa clé. Alors, en perdant ses clés, sa femme lui a dit, prends le double. Et il a dit non, parce que si j'utilise le double, je n'ai plus de double. Ce qui est imparable. Et donc, il raconte que quand il va au cinéma, il ne regarde pas les films. Sa femme et ses enfants regardent le film, lui, il regarde qu'il n'y a pas d'incendie dans la pièce. Quand il fait une promenade, il est le dernier du groupe, pour que personne ne se perde. C'est infernal. C'est un homme qui est vraiment dans une inquiétude absolue, constante. En fait, quand il a 15-20 ans, il est scout. Sa mère est atteinte d'une maladie assez douloureuse. C'est le fils unique, enfin, c'est le seul fils, il a des filles, ses parents ont des filles, il a des sœurs, et lui est le seul garçon. Et il fait la promesse à sa mère d'être à côté d'elle pour l'accompagner dans ses derniers moments, parce que sa mort est programmée, sa mort est inéluctable. Et puis un jour, il y a un camp scout, et il doit aller à ce camp scout. Et sa mère lui dit, vas-y. Et malheureusement, durant le camp scout, sa mère n'était pas là. Elle est décédée, et il n'était pas là. Et donc, il a trahi sa parole. Et donc, depuis cet événement, il est fautif de ne pas avoir été là au bon moment. Et du coup, il a transformé sa vie en un lieu où il est toujours là où il faut être, il veille sur tout le monde, il passe sa vie à réparer sa faute. Je pourrais continuer avec des exemples à l'infini. Si vous acceptez mes prémices théoriques, chaque famille est une matrice dans laquelle nous apprenons à la fois à être semblables et à être différents, à s'autoriser la banalité et la surprise et à être inscrit dans un habillage temporel qui vient dire comment notre corps est au-delà du simple, au-delà du biologique et rentre dans un univers relationnel et symbolique. Chaque famille produit une sorte de temporalité. Et cette temporalité dit comment se raccorder à la mémoire, comment se raccorder à notre histoire, et dès lors comment on peut s'extraire du présent en ayant un futur. En quelque sorte, chaque famille est une matrice temporelle qui dit comment sera après. Ces deux histoires, celle de la madame ayant épousé un chevalier, un ouvrier, et d'autres qui a perdu ses clés, sont deux histoires parmi d'autres où la dramatique de la vie, le quotidien, vient faire effraction dans cette temporalité et bloque le processus, bloque l'imprédictible. On ne peut plus être dans la créativité, dans le doute, dans la diversité, dans le possible. On est dans l'éternelle répétition du même.
on est dans quelque chose qui se rejoue constamment de la même manière, construit sur une matrice temporelle qui tourne en rond. Et là, toute la richesse va essayer de créer, en effet, pour reprendre le mot de la diversité, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'imprédictible. Comment pourrait-on arriver à casser cet horoscope familial qui enferme par le télescopage entre la structure temporelle de ma famille d'origine et les drames de mon quotidien? C'est là que l'on peut utiliser toute une série d'outils, on reprend les propos, de manières de faire, qui viennent dire comment on peut essayer de réintroduire de l'imprédictible là où l'histoire se répète inlassablement. Alors, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas une école de formation, mais en tout cas, une des préoccupations que l'on peut avoir en termes de processus psychothérapeutique, c'est de se dire, tiens, comment pourrait-on lire la temporalité familiale pour voir comment celle-ci nous dit comment on doit se comporter, vient inventer toute une série de mots qui existent dans toutes les familles. C'est le destin, ou encore la fatalité, ou encore la liberté, ou encore la dépendance, enfin, tous les mots qui parcourent nos travaux réciproques et qui viennent dire comment les gens qui viennent nous voir, qui sollicitent notre aide, sont inscrits dans un univers temporel. Je vais terminer puisque mon exposé parlait de la pratique professionnelle et également de la formation en thérapie familiale, puisque c'est bien cela donc une partie de mon titre. L'idée fondamentale, c'est que quand vous faites formateur en thérapie familiale, ce qui est mon métier, vous êtes confronté également à avoir des étudiants qui ont cet habillage corporel, cet habillage temporel, cette notion de banalité. Et quand vous avez un groupe de formation, la majorité des étudiants, quand ils rentrent dans la pièce, ils viennent apprendre une manière de faire. Et on doit les décevoir profondément, puisque ce n'est naturellement pas à cet endroit-là que l'on va y répondre. Répondre dans une école de formation par simplement des outils sur comment faire, c'est oublier fondamentalement que l'intervention psychothérapeutique, le travail psychosocial, ne va jamais être intelligent s'il vient se placer du côté du faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut décaler quelqu'un pour qu'il sorte le temps d'un instant, le temps d'un moment, dans quelque chose qui est la secours. Je peux être choquant ou bien je dois rester très sérieux? D'accord. Je vais me permettre de vous choquer. Et je vous préviens. J'essaie de voir si ça marchera ou pas. C'est un jeune curé qui vient de prendre sa nouvelle affectation dans une nouvelle église. Il est tout jeune sorti de la... J'aurais jamais dû lancer la table. Il est tout jeune sorti du séminaire. C'est son premier jour de travail, et donc il y a un confesse. Donc il s'assied dans le confessionnal, il arrive une dame qui a la voix un peu chevrotante, qui s'inquiète un peu, et puis qui dit, écoutez, monsieur le curé, et voilà, mon mari et moi, nous nous sommes livrés à des actes de chair que la morale réprouve. Ah, ma fille, oui, ça peut embarrasser le mec qui a 23 ans, il a une pratique modeste de la sexualité. Oui, mon mari m'a demandé de lui faire une fellation, et je l'ai faite, et je viens chercher ma peine. Ah. Le prêtre se dit, bon, mais ça, je n'ai pas appris au séminaire. Enfin, en tout cas, ce qu'il fallait dire dans ces cas-là. Donc, il a dit, écoutez, méditez un instant, je vais de mon côté méditer, et puis il se dit, je vais vite trouver l'ancien curé, lui demander ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc il court à travers l'église, à travers la recherche de l'ancien curé. Il ne le trouve pas, et juste dans la cure, il y a des enfants de chœur en train d'essuyer les différents ustensiles du culte, et puis il dit, peut-être que vous savez ce que l'ancien curé donnait pour une pipe? Et là, les deux gamins répondent, oh, un petit. J'avais averti que j'allais toucher. Au moment où la blague, au moment où je dis la chute, ce n'est naturellement pas ce que vous avez prédit. Il y a un petit moment où votre pensée va prédire, comme dans mon histoire de ramoneur. Le ramoneur est un monsieur tout noir avec une petite échelle sur le dos. Vous avez prédit que j'allais dire autre chose. Il y a, au moment où je formule quelque chose, votre pensée va, la case d'à côté, va anticiper ce qui va être dit. Et l'humour, le rire, est déclenché par la fracture qu'il y a entre la prédiction qui ne se réalise pas, vous êtes tout à coup surpris. Le processus thérapeutique se joue à cet endroit particulier, c'est-à-dire quand tout à coup, vous arrivez à une lecture faite
ne pas soutenir la prédiction, mais venir briser cette prédiction et créer le temps d'un espace, d'un court moment, tout à coup, un possible qui vient se glisser là. La formation se joue au même endroit. Être formateur, c'est permettre à quelqu'un de briser sa prédiction dans la rencontre qu'il va faire des familles, des couples, des individus, des institutions. C'est tout à coup briser la prédiction. Briser la prédiction, c'est absolument dangereux, car naturellement, à ce moment-là, le monde n'a plus sens. Tout à coup, vous avez une réaction. Alors vous pouvez, par exemple, par rapport à ma blague, réagir de différentes façons. Vous pouvez la trouver comique, pas beaucoup de monde qui a rigolé dans la pièce. Vous pouvez la trouver audacieuse, vous pouvez la trouver choquante, vous pouvez la trouver disgracieuse, vous pouvez me trouver vulgaire. Vous allez faire quelque chose avec cet événement qui vous est arrivé. Soit me l'attribuer, soit questionner, soit vous allez me trouver absolument insupportable. C'est quoi ce type qui raconte des choses comme ça? Donc à ce moment-là, vous balancez tout, et c'est moi qui ne suis qu'un personnage peu fréquentable, ou bien naturellement, vous pouvez questionner vos représentations du monde. Tout va être dans cette dialectique. Et c'est là que quelque part, je pense, que toute la richesse se fait quand on travaille dans le domaine de la santé mentale, c'est de pouvoir soutenir la surprise comme étant un processus éminemment respectueux. Je pense quelque part que arriver en quelque sorte à briser la prédiction dans un contexte où on contient les émotions permet à celui qui est contenu dans ce processus de se rendre compte qu'il peut à ce moment-là se poser cette question qui pour moi est fondamentale. Qu'est-ce qui fait que je pense ce que je pense? Vous connaissez la phrase de Pierre Dac. Pierre Dac disait, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. C'est-à-dire de pouvoir, à un moment, arrêter le temps et se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que je pense ce que je pense. Alors naturellement, on n'arrivera jamais au bout de cette phrase, mais on arrivera à se rendre compte que nous sommes dans un univers symbolique créé par les hommes et que nous devons constamment douter de ce que nous pensons, car ce que nous pensons n'est jamais qu'un produit qui nous permet de voir le monde, mais n'est pas le monde. Alors je me livrerai un petit exercice avec vous et puis je m'arrêterai. C'est un rébut absolument absurde. Alors, mon premier est un prénom masculin. D'accord? Mon deuxième est un grand fait historique. Mon troisième est un assassin. Mon quatrième est une note de musique. Et mon tout est une grande ville d'Allemagne. Alors, je vais le faire rapidement parce que vous n'allez pas trouver. Mon premier est un prénom masculin, c'est Mu, parce que Mu c'est Alfred. Mon deuxième est un grand fait historique ou un animal dangereux, c'est Sol, parce que Sol fait Rhino, et rhinocéros. Mon troisième est un assassin, c'est Li, parce que Li, tu as Li. Mon quatrième est une note de musique, Ni, parce que Ni vaut tout. Et mon tour, ça veut être Mussolini. Alors vous me direz, Mussolini n'est pas une grande ville d'Allemagne, en effet, mais Mussolini, il devient, c'est El Duce. En français, El Duce, c'est le Duce. Et le Duce, c'est le don. L'idée fondamentale dans ce jeu absurde, c'est que vous vous rendez bien compte, quelque part, et surtout en Belgique, où l'idée de la Belgique de découvrir, c'est que l'univers symbolique dans lequel nous racontons les choses sont des représentations du monde, sont des constructions du monde, mais n'est pas le monde. La surprise, c'est ce moment clinique, ce moment singulier, où l'on se rappelle, l'espace à l'instant, que ce que nous avons inventé pour penser le monde n'est pas le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté.